Je suis, au-delà de participer au RIAP, je suis donc travailleur social à la CAF et j'accompagne les parents dans le cadre d'un deuil. Donc je représente aussi la MSA. Alors moi je travaille à la CAF, mais je vais vous parler également des travailleurs sociaux de la MSA qui ont les mêmes missions que nous. Donc, ce sont deux institutions, donc la CAF et la MSA, qui ont une attention particulière auprès des familles avec enfants à charge qui vivent un changement important, notamment une naissance, une séparation, mais également un décès. Et donc, pour pouvoir accompagner ces familles, ces institutions mettent à disposition des travailleurs sociaux qui ont des secteurs géographiques d'intervention bien définis sur l'ensemble du département. Donc à la CAF de Vendée, nous sommes 23 travailleurs sociaux accompagnant les familles. On est répartis sur tout le département pour être au plus près des familles allocataires. Mon homologue à la MSA, c'est Julien Ruiz. Donc tous les deux, on intervient sur le territoire Vendée Grand Littoral, à savoir donc le secteur Moutier-Telmondais. Donc, comment ça se passe concrètement, notre accompagnement? Lorsqu'il y a un décès périnatal d'un enfant ou d'un parent qui est déclaré à la CAF ou la MSA, Monsieur Ruiz ou moi-même, on téléphone aux parents ou à la personne qui est tiers recueillante des enfants en cas de décès de parents, et on propose à cette personne un rendez-vous, soit à notre bureau, soit au domicile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de rendez-vous n'est pas limité. On est vraiment dans le soutien et dans l'accompagnement, et on prendra le temps nécessaire pour soutenir les familles qui traversent un deuil. Donc, on est là pour écouter, prendre en compte la façon dont chacun dans la famille, que ce soit le parent, l'enfant, les frères, les sœurs, vivent cette période, en tout cas cette épreuve très difficile. Nous sommes là aussi pour soutenir, conseiller les parents dans leur démarche administrative et aborder des questions telles que la nouvelle organisation familiale qui en découle, l'évolution des droits sociaux de la CAF, de la MSA, mais les autres droits qui existent. On aborde aussi souvent l'aspect financier et bien évidemment, on prend en compte tous les autres questionnements ou préoccupations qui peuvent être exprimés lors de l'entretien. Donc à la CAF comme à la MSA, suite à un décès, les travailleurs sociaux peuvent aussi aider les familles à faire des demandes d'aide financière en fonction de leurs besoins. Et ces deux organismes soutiennent financièrement les familles, notamment pour des frais d'obsèques, un accompagnement psychologique et la prise en charge en fonction du quotient familial des familles de l'intervention d'une aide à domicile. Donc, ces aides financières qui sont spécifiques pour les familles qui vivent un deuil sont bien évidemment sous conditions. Mais évidemment, en tant que travailleurs sociaux, on n'est pas expert pour toutes les préoccupations ou problématiques dont nous font part les parents, et on oriente les parents vers des services ou des structures spécifiques en fonction des besoins repérés ou exprimés. Et donc des organismes tels que Jalmal, ou Famille Rurale ou Espérange qui se présenteront. Je voulais aussi partager avec vous pour vous montrer tout ce que je viens de vous dire. Vous allez pouvoir retrouver des informations sur le site de la CAF de Vendée. Je ne sais pas si vous visualisez. Tu as départagé, Elodie? Oui, c'est bon. Voilà, je voulais vous montrer que sur le site de la CAF de Vendée, toutes les informations que je vous ai transmises ou les coordonnées des travailleurs sociaux, si en tant que professionnel, élu ou bénévole, vous souhaitez orienter vers des travailleurs sociaux de la CAF, des familles que vous connaissez, ou peut-être que vous aussi en tant que parent, si vous avez été éprouvé par le décès d'un proche,
sur le site de la CAF de Vendée, vous pouvez trouver pas mal d'informations. Donc, il suffit d'aller là dans Ma CAF, ici, offre de services. Et là, ici, vous avez des domaines d'intervention de la CAF, des événements. Et ici, vous avez une rubrique famille endeuillée. Donc, quand vous cliquez là, ici au milieu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se déplace, vous avez différentes informations, dont là, si vous cliquez sur travailleurs sociaux, vous avez toutes les coordonnées des travailleurs sociaux. Et également, ici, vous avez un guide, une première image d'un guide qui existe, où ce guide-là, quand je clique dessus, je ne vais pas le faire puisque ça va nous prendre un petit peu de temps. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des différentes institutions et organismes que les parents peuvent rencontrer dans le cadre suite à un décès. Et également, à droite, vous avez à découvrir et vous pouvez télécharger cette brochure qui a été éditée nationalement par l'École des parents et des éducateurs et qui, là aussi, vous pourrez retrouver des informations sur la thématique que l'on aborde ce soir, sur comment, voilà, comment parler aux enfants, comment accompagner nos enfants suite à un décès. Et très rapidement, voilà, pour faire référence à la MSA, pareil, pour les personnes ressortantes du régime agricole, il y a également des informations avec des liens et notamment un film très beau et Je choisis de vivre qui peut être visionné. Et là, vous retrouvez aussi plein d'autres informations sur les démarches à entreprendre et en bas à droite, le service social à contacter. Par rapport aux deux institutions, quand même une petite précision avant de laisser la parole. La CAF, pour les personnes qui ressortent du régime général de la CAF, j'oriente très souvent vers ensuite le régime vers la CARSAT ou la CPM. Et alors que par rapport à la MSA, c'est un guichet unique, donc l'ensemble des démarches administratives concernant les organismes de sécurité sociale sont faits au même endroit. Hein, ça fonctionne sous forme de guichet unique. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des besoins que je reprécise certains points de ma présentation. C'est vrai que je suis restée assez généraliste. C'est vrai que l'accompagnement auprès des familles, c'est très personnalisé, donc il y a forcément un temps d'écoute très important, une écoute active par rapport à ce qui se dit, mais ce qui se vit également émotionnellement. Et ensuite, oui, comme je le disais, un soutien par rapport à toutes les questions, préoccupations et les démarches administratives qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et d'épuisement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à m'interpeller en direct ou dans le fil de conversation et puis je pourrais vous répondre. Merci de votre attention en tout cas. Merci Sonia pour ton intervention. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Ripaud, qui est membre de la Famille Rurale, l'association qui va vous expliquer leurs actions et leurs missions sur ce thème. C'est à vous, Monsieur Ripaud. Bonsoir et ravi d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet délicat qui est d'aborder la... Est-ce que ça fonctionne? C'est bon? Oui, c'est parfait. De parler donc de ce sujet délicat qui est effectivement comment aborder la mort avec les enfants. Donc effectivement, je fais partie de la Fédération Famille Rurale de Vendée. Nous avons un pôle accompagnement des familles en deuil et je suis donc un professionnel de ce pôle. Hein, je travaille en lien avec une autre collègue. Et nous avons aussi parmi nous des bénévoles qui accompagnent les familles, notamment sur des actions bien précises comme les groupes de soutien et d'entraide. Alors, famille rurale, on connaît peut-être plus sous l'aspect
des services apportés aux familles en milieu rural, avec notamment des activités autour de l'enfance, avec les centres de loisirs, tout ce qui concerne les activités autour de l'école, avec le transport scolaire, les restaurants scolaires, mais aussi à travers des activités comme la jeunesse, les activités culturelles qui sont très nombreuses, et ainsi que les activités autour des seniors. En Vendée, c'est quand même une association sur 2 communes, hein, c'est-à-dire qu'on couvre à peu près tout le département de la Vendée, hein, une commune sur 2, et ça touche quand même plus de 60 000 familles. Alors, effectivement, du côté de l'accompagnement des familles en deuil, je vais essayer de vous le présenter à partir de notre site internet Vivre l'absence. Nous avons créé un site dédié spécialement au deuil. Alors, est-ce que je l'ai ici? C'est pas celui-ci. Si. Donc, famille rurale, donc on a un site généraliste. Et ensuite, on voit les différentes actions que nous menons, petite enfance autour de l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons un site dédié qui s'appelle Vivre l'absence, un site dédié pour l'accompagnement du deuil. Alors, notre devise, c'est vraiment d'aider les personnes à traverser leur deuil, de les aider à se reconstruire et d'apporter effectivement des ressources. Alors, pour ce faire, nous avons différentes actions. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, nous avons un service d'écoute et d'accueil. Donc, écoute téléphonique ou rendez-vous physique dans nos locaux à La Roche-sur-Yon. Nous sommes 2 écoutants et ainsi on peut, dans un premier temps, comme son nom l'indique, écouter la famille qui est en souffrance, la personne qui est en souffrance, et surtout repérer les besoins, ses besoins. Et notre mission, c'est d'écouter, d'informer et d'orienter. Alors, après, nous avons toute une gamme d'actions qui peut correspondre aux attentes et aux besoins des endeuillés, avec notamment des soirées-conférences, même si les soirées-conférences ont été un petit peu perturbées avec la crise sanitaire. On a eu l'occasion tout de même d'organiser, comme on le fait ce soir, des visioconférences. J'aurai l'occasion de vous en parler d'une tout à l'heure qui correspond à notre thématique. Donc, ces conférences sont animées par des professionnels, psychologues, thérapeutes, sociologues, et donnent lieu aussi à un temps d'échange avec le public. Ensuite, ce qui est aujourd'hui, qui fonctionne très très bien, ce sont les soirées d'échange et d'entraide qui sont animées par nos bénévoles, qui ont été formés à l'animation de groupe et à l'écoute. Et ces bénévoles sont eux-mêmes concernés par le deuil et animent donc ces rencontres. On dit que ce sont des rencontres qui sont entre pairs, c'est-à-dire personnes qui ont vécu la même situation. Alors, dans ces rencontres, c'est par petits groupes, hein, maximum 8 personnes. Ce sont des moments de partage hein, sur son vécu et ça permet aussi aux personnes de se rendre compte que chacun peut trouver des ressources différentes pour vivre le deuil. Et c'est vrai que ça se passe dans l'écoute bienveillante et dans le respect mutuel, dans la confidentialité, et ce qui fait que ces rencontres sont vraiment très, très riches. Alors, nous avons actuellement 3 groupes qui fonctionnent. Un groupe qui est orienté vers le deuil du conjoint. On a un autre groupe par rapport au deuil d'enfant, spécifiquement deuil d'enfant, et un concernant le suicide. Et le suicide, on a même été par moment obligé de créer deux groupes différents entre groupe suicide enfant et suicide d'un conjoint. Donc voilà. On a également 1 à 2 fois par an des rencontres qu'on appelle soirées témoignages qui donnent l'occasion à une personne qui a avancé dans son deuil de pouvoir faire part de son parcours. Et en même temps, ça nourrit des échanges avec le public. Voilà. On essaie de diversifier aussi les actions en proposant des ateliers d'expression. Notamment, je pense à des ateliers, là on en a un qui est proposé autour du chemin du cœur avec Colette Chopeau,
qui est thérapeute et qui est aussi artiste, plasticienne, et qui propose un parcours de 6 séances. Donc voilà, ça permet à des personnes d'avoir tout un parcours autour de la créativité, de l'expression, donc pour déposer son histoire, ses émotions, avancer dans leur rythme en fonction de leurs besoins, des temps de création avec les couleurs, enfin bon voilà. Mais on a aussi d'autres, alors il faut que je revienne en arrière, d'autres actions comme une action un petit peu inédite en Vendée et originale qui est le beach art, c'est-à-dire que c'est un endeuillé qui nous a proposé, il est artiste, il crée des grandes fresques et des mandalas sur la plage et donc les participants sont amenés à créer cette grande fresque, à mettre au centre de leur fresque un message pour l'être cher disparu. Et c'est très symbolique puisqu'après, la mer avec la marée vient donc emporter cette œuvre qui est vraiment éphémère, mais qui est chargée de plein de symboles. Donc, nous avons eu aussi par le passé des ateliers autour de l'écriture. Et puis, on a aussi donc des événements, un qui s'est réalisé il y a très peu de temps, hein, le 20 novembre dernier, qui s'appelle le Forum sur le chemin du deuil, prendre soin de soi, du corps à l'être, avec un certain nombre de thérapeutes, de médecins, de praticiens, donc qui proposaient des ateliers de découverte autour de la sophrologie, autour de l'hypnose, autour de la gestion des émotions, mais aussi la marche, etc. Donc l'idée là, c'est d'apporter des ressources justement pour un mieux-être pour les personnes endeuillées. Alors on a eu aussi l'occasion de créer, alors on essaie d'aborder la question de la mort sous différents angles ou différentes formes. On a eu l'occasion aussi de faire intervenir une conteuse, Anne Sureau, qui est médecin, écrivain, vendéenne, pour le spectacle qu'elle a créé autour du conte Guigui le Chevalier qui s'appelle Précieuse est la vie. Donc ça a donné lieu aussi, après son spectacle, à des échanges avec le public. Voilà. Et puis, nous avons aussi également sur le site internet Vivre l'absence, un forum de discussion où les personnes, de manière anonyme, peuvent aussi déposer des messages, écrire, parler de leur histoire. Et ce forum de discussion permet aussi à des personnes d'échanger entre elles. Elle est en fait orientée vers... alors attendez, je peux y aller? Non, peut-être pas de ce côté-là. Est-ce qu'il faut une connexion? Elles peuvent donc échanger entre elles et surtout, c'est là aussi par rubrique. Hein, une rubrique, alors pourquoi je n'y arrive pas? Je reviens à l'accueil, voilà. Là, ici, on a les sujets d'entraide sur le forum. Donc, les personnes peuvent rédiger leur message par rapport à la situation, si c'est un deuil de conjoint, deuil de parents, d'un enfant, etc. Donc, les personnes ont la possibilité aussi d'avoir une forme d'expression différente. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la présentation de Famille Rurale et de son pôle d'accompagnement des familles en deuil. Merci beaucoup, Monsieur Ripaud. Je me permets de tout de suite demander si vous avez des questions. N'hésitez pas à les écrire sur le fil de discussion et nous pouvons les retransmettre à Monsieur Ripaud éventuellement si vous le souhaitez. J'attends un tout petit peu. Pour l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez tout au long de la présentation. Je vais donner la parole maintenant à Madame Breteau et à Monsieur Naude, qui représentent l'association Jalmalve et qui vont vous expliquer également leur mission, leurs actualités. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Marie-Françoise Breteau, bénévole à Jalmalve.
Je suis ce soir avec Guy. Donc, au niveau de Jalmav, nous sommes quatre bénévoles dans l'équipe deuil. Et bientôt, on sera 9, puisqu'il y a une ancienne qui revient et 4 nouveaux qui se sont formés. Donc, on va vous présenter le site Jalmalv. Donc, vous pourrez aller voir vous-même. Donc, Jalmalv, c'est accompagner les personnes en fin de vie, mais aussi accompagner le deuil, les personnes en deuil. Donc, ce soir, je vais vous parler d'accompagner les personnes en deuil puisque c'est le sujet. Donc, nos missions, comme je vous l'ai dit, accompagner les personnes en deuil. Donc, cette équipe de bénévoles offre plusieurs propositions. Donc, 1 ou 2 ou plus d'accompagnement individuel qui se passe dans les locaux de Jalmalv à La Roche-sur-Yon. Ça peut être aussi une écoute téléphonique si la personne ne peut pas se déplacer. On propose aussi un groupe d'entraide tous les mois. Ce sont 8 personnes maximum qui se retrouvent. C'est un groupe ouvert, on peut participer une ou plusieurs fois. On propose aussi des cafés deuil, une journée équi-amitié et une demi-journée sur la marche. Mais on va en parler plus loin. Donc, les accompagnements individuels, donc au Grand Pavois. Ici, si ça peut être trop loin d'aller à La Roche, on se déplace aussi vers les personnes. Et ça peut être dans des locaux de famille de la CAF. Les groupes d'entraide se passent aussi au Grand Pavois. Ils sont une fois par mois, le vendredi de 18h à 19h30. Les dates sont disponibles sur le site. Les cafés deuil, donc ce sont les bénévoles de Jalmav qui se déplacent vers les gens dans 8 villes de Vendée, du mois de septembre au mois de juin. On a une affiche personnalisée pour chaque lieu. Donc là, ici, c'est à Luçon, je crois. Et par exemple, samedi prochain, on va aller au Café du Pierrot et Sable d'Olonne. Donc, il n'y a pas d'inscription, l'entrée est libre. Et le café deuil se passe de 10h à 11h30. Donc, toutes les dates sont sur l'agenda. Une journée randonnée sens, qui est en juin. Donc, l'année dernière, c'était dans le Bocage. C'est proposé aux personnes endeuillées de venir marcher et elle peut être accompagnée d'un proche. C'est ouvert aux personnes à mobilité réduite puisqu'on fait plusieurs groupes. Les personnes apportent leur pique-nique et puis le Jalmalv offre le goûter. C'est marcher ensemble dans la nature en ouvrant nos sens. C'est prendre soin de soi. C'est éprouver le sentiment d'appartenance au monde dans cette nature. Se sentir exister au milieu des autres. C'est retrouver la confiance en soi qu'on a perdue. C'est se remettre en route vers une nouvelle naissance. Et là, les personnes trouvent justement tout le potentiel qu'elles ont en elles. En fin septembre, on propose une journée équi-amitié dans un centre équestre.
Donc les places sont limitées, ça coûte 35 €, il y a le repas qui est inclus, c'est limité à 10 participants. Et c'est faire du deuil vraiment un chemin, du cheval, pardon, un ami, et du groupe une ressource. On va prendre soin de soi, retrouver la confiance en soi, établir la relation à autrui, laisser s'exprimer ses émotions grâce à la complicité et l'amitié créée avec le cheval. Le matin, on voit les personnes venir avec une tête vraiment fermée, et puis le soir, mais elles n'ont pas envie de se quitter parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les cafés deuil, donc ça c'est à la une. Donc on voit aussi le film Et je choisis de vivre. La semaine passée, il est passé 2 fois à Chavagne, le vendredi soir et le dimanche après-midi. Donc ça s'est fait en lien avec Famille Rurale, où on proposait à la fin un échange dans la salle. On a eu 100 personnes le vendredi et 100 personnes le dimanche. On reparle du forum qu'on organise aussi avec Famille Rurale et la CAF. Ce forum que Jacques vient de parler. Et puis on retrouve le café deuil. Ce café deuil où les entrées sont libres, où on ne sait pas qui va venir. Ça ressemble à un groupe d'entraide. Les personnes vont naturellement parler de leur histoire, de leur vécu. C'est un moment d'échange, de partage, où on peut dire les choses naturellement, celles qu'on n'ose plus dire à nos proches, à nos familles ou à des amis. Et la Jalmave, là, les bénévoles vont vers les gens dans un café, donc c'est vraiment aller dans la population aussi, se faire connaître et parler du sujet tabou, la mort et le deuil. Donc sur ce site, on peut voir le calendrier des différents cafés deuil avec les dates et les lieux. Donc une fois par mois. On voit aussi les dates des groupes d'entraide au Grand Pavois. Et puis on a aussi une bibliothèque où on retrouve le journal de l'association avec un mot des présidents et puis les nouvelles qui se sont passées dans l'association. On a aussi une bibliothèque disponible, donc à consulter sur le site. Et puis la revue de Jalmave avec différentes thématiques. Merci pour votre participation, de votre écoute. Donc bonsoir à tous. Face au plein de vie proposé par le matérialisme et puis l'hyperconsommation, la mort est vraiment repoussée de plus en plus. Ça va conduire à écourter les deuils, à écourter les rituels. On va supprimer peu à peu les veillées funéraires autour du défunt. Les cortèges vont être de moins en moins visibles dans les villes. Et puis au XXe siècle, eh bien, la représentation de la mort va aussi considérablement changer du fait que l'espérance de vie a quasiment doublé en un siècle et demi. Donc la mort ne représente pas du tout la même chose quand on a 30 ans aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, par exemple. Et puis la mortalité infantile a diminué considérablement pour être divisée par 15. Donc la présence de la mort de l'enfant est beaucoup plus traumatisante puisque beaucoup plus rare. Les valeurs spirituelles et religieuses vont reculer, vont se transformer aussi. Et puis ce qui va changer aussi, c'est l'identification individuelle des causes de la mortalité. Maintenant, en fait, il n'y a plus de mort naturelle.
on doit toujours mourir de quelque chose. Donc ça va rendre la mort plus angoissante parce qu'on va devenir plus ou moins responsable de sa propre mort en fonction des causes qu'on va provoquer, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau des accidents, etc. Il y a la crémation aussi qui est apparue au milieu du XXe siècle. À l'époque, on avait 1% à peu près de crémation en 1975, pour arriver aujourd'hui à 40% en France, en sachant qu'on est déjà à 75% dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est dire à quel point la crémation prend une place importante. Et puis à côté de ça, la mort qui est ultra familière dans les médias, dans les jeux vidéo, dans les films, etc., est par contre de moins en moins présente, au point qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui ont déjà vu un vrai mort, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui disparaît. Aujourd'hui, le deuil n'est plus porté. Autrefois, on portait 2 ans le deuil pour la mort d'un parent, 9 mois pour un cousin, ce qui représentait grosso modo un tiers de la vie passée en deuil au début du XXe siècle, et maintenant, ça n'existe quasiment plus. Les rituels ont diminué. Dans les grandes villes, les défunts, il y a la moitié des défunts qui ne passent pas dans un lieu de culte, ce qui est quand même significatif. Et puis, j'ai relevé un sondage qui dit qu'aujourd'hui, la majorité des Français dit que ce n'est plus aux enfants de s'occuper des obsèques, mais c'est aux parents de s'occuper de leurs propres obsèques. C'est dire à quel point on repousse encore. Donc l'évolution, c'est une évolution qui s'est faite sur 1 ou 2 générations maximum, et ça veut dire que cette évolution par rapport à ce qui se passait dans les siècles précédents, on n'a pas eu le temps de l'assimiler, simplement. Et maintenant, ce sont les pompes funèbres qui prennent leur relais. Elles pallient la perte du savoir-être, du savoir-faire traditionnel autour de la mort et autour du défunt. Mais en même temps, on peut se poser la question de la légitimité d'un service commercial sur tout l'aspect spirituel qui entoure la mort aussi. Donc la demande croissante de soutien, que ce soit auprès d'associations de bénévoles ou de professionnels de l'accompagnement, cette demande croissante, ça pose la question de la place de la communauté pour répondre à tout ça. Quelles considérations porte-t-elle pour le défunt et pour son entourage? On peut se poser la question quand on repense à la manière dont les morts et les survivants ont été traités pendant le confinement de l'année dernière, par exemple. Donc, pour tenter d'apporter des réponses, peut-être que le préalable, ça passe par la levée du tabou. Et c'est en partie ce qu'on fait à travers des soirées comme aujourd'hui, le fait de parler de la mort. Et vis-à-vis des enfants, c'est évidemment quelque chose qui va conditionner leur propre représentation de la mort. Donc on sait bien que plus l'enfant a une conception adéquate de la mort, moins il va être anxieux en face. Un enfant, ça comprend très tôt ce qui tourne autour de la mort finalement, et le cacher plutôt que de le rassurer, ça va risquer d'augmenter son angoisse. Donc l'adulte doit permettre à l'enfant d'éprouver le réel de la mort, mais avec une idée de la mort qui soit en accord avec la maturité de l'enfant. Il va donc falloir étayer avec clarté et honnêteté l'expérience de l'enfant, et ça va lui permettre d'apprivoiser l'idée de la disparition. Et ça va éviter de tomber dans un imaginaire qui souvent le laisse dans la confusion. Donc le deuil n'est jamais terminé pendant l'enfance, au point qu'il va même pouvoir se manifester à l'âge adulte, même à l'occasion d'un nouveau deuil, à l'occasion d'une séparation. Et il va vraiment falloir répéter pendant l'enfance et l'adolescence, afin que l'enfant puisse petit à petit intégrer la notion de mort et puis le deuil qui s'ensuit. Souvent, on dit que la compréhension de la mort par l'enfant, ça repose sur 3 éléments principaux. C'est le fait que la personne morte ne reviendra pas. Ça, c'est la notion de permanence de la disparition. Sur la notion que ça peut lui arriver à lui aussi, donc qu'il peut mourir à son tour. Et puis sur le fait que tout le monde meurt. On dit que l'enfant a vraiment conscience de la mort quand il a
intégrer ces 3 éléments. Mais ça, ce sont des compétences mentales et rationnelles, alors que l'enfant est intelligent de plein d'autres choses avant ça. Dès sa naissance, il vit le deuil du sensible de la mère à travers une déflagration sensorielle, mais il a survécu à ça. Et même si l'enfant n'a pas la compréhension de la perte du milieu sensible de la mère, ses cellules sont imprégnées de ce ressenti-là. Alors l'adulte doit, lui, avoir conscience de ça, doit avoir conscience de ça pour lui-même, et puis doit avoir conscience que naître et être en vie, c'est ce qui manifeste notre capacité de perdre. Donc, qui dit capacité de perdre, c'est aussi initier le processus de deuil. Donc, pour permettre à l'enfant de garder ce contact avec ses ressentis de la naissance, l'adulte va devoir éviter toutes les phrases de notre culture, du style « fais comme je te dis, tu verras quand tu seras plus grand ». Mais non, t'as pas mal, enfin, toutes les phrases qui coupent un petit peu les ressentis des enfants. Et ces phrases vont le freiner dans sa capacité à se nourrir de ses propres ressentis. Et de ce fait, ça va l'empêcher de se construire et d'intégrer l'événement qui survient. Donc, lors d'un décès, l'enfant qui vit le manque et le chamboulement, il sent bien qu'on ne le prend plus de la même manière. Hein, on ne le prend plus de la même manière qu'avant dans les bras. Il y a des liens avec d'autres personnes qui sont coupées. Ça, l'enfant, il le perçoit très, très tôt. Donc, ça va être important de développer un vocabulaire qui va permettre de nommer les ressentis corporels et les ressentis émotionnels. Et puis, ça va être important aussi d'expliquer le rôle et la manifestation des émotions à travers le langage corporel. Donc, au niveau de l'enfant, jusqu'à 3 ans, il n'a pas de conscience de la mort. Hein, il va ressentir ce qui se passe autour de lui par l'absence physique, que ce soit de l'odeur, du toucher, de la voix, des voix qui n'existent plus. Et puis, c'est qu'à partir de 3-6 ans qu'il va commencer à avoir conscience d'une certaine manière de la mort, mais à travers une mort provisoire et réversible. Hein, et c'est à cette époque, à cet âge-là, il va faire « pan, je te tue » et puis après, tu es vivant, et puis on reprend à jouer. À cet âge-là, il peut être fasciné par la mort d'un animal et rester devant pour voir ce qui se passe. Et pour lui, pour l'enfant à cet âge-là, la mort est toujours la conséquence de quelque chose. Et ce qui est important, c'est qu'il va toujours chercher un coupable. Et parfois, même souvent, ça va être lui-même le coupable. Donc avec la notion de culpabilité qui émerge derrière. Et puis, il va avoir peur de la mort à la fois pour lui et pour ses proches. Et puis, il va faire peu à peu le lien entre la mort et puis le grand âge à travers ce qui se passe autour de lui et les personnes qui décèdent autour de lui. Et puis après, entre 5 ans et 9 ans, hein, c'est des repères approximatifs, mais la mort petit à petit va devenir irréversible, hein, et l'enfant va prendre conscience donc qu'elle est définitive. Et là, il va commencer à personnifier ça à travers des dessins de squelettes, par exemple. Hein, et puis, il va prendre aussi conscience que la vie commence au moment de la naissance et puis qu'elle se termine au moment de la mort. Hein. Dès cet âge-là, il va avoir cette conscience-là. Et par contre, pour lui ni ses proches ne sont concernés par la mort. Hein. Ça ne concerne que les personnes plus âgées pour lui dans sa représentation. Et puis petit à petit, il va réaliser que finalement, tout le monde peut mourir. Et puis, il va prendre conscience aussi de la mort sur le plan physiologique, sur le fait que c'est lié au fait que le cœur s'arrête ou qu'il y a une maladie importante. Et puis, à 8-12 ans, il va commencer à se questionner sur l'existence, sur la vie, sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Il va percevoir que la mort est définitive, et puis il va découvrir que lui aussi peut mourir, que de sa propre finitude. Et puis en même temps, il peut encore se percevoir comme invulnérable. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut mourir, mais en même temps, il se sent invulnérable. À côté de ça, il va comprendre aussi ce que c'est le suicide. Il va commencer à comprendre ça autour de 10-12 ans. Et puis,
de peu à peu, la conception de la mort va se rapprocher de celle de l'adulte, ce qui va être encore plus vrai au moment de l'adolescence. Et l'adolescence, elle a de particulier qu'elle va apporter beaucoup d'ambivalence chez lui, où à la fois il va se sentir invulnérable et puis fragile d'un autre côté. D'un côté, il va perdre son sentiment de toute puissance, et puis en même temps, il n'est pas tout à fait sûr du danger de la mort. Donc, comme dans les fictions et les jeux vidéo, la mort semble sous contrôle, en fait, il va penser que la mort, elle est un petit peu pour les autres. Et puis, eh ben, il va flirter avec, il va rechercher des limites, il va jouer à des jeux dangereux. Donc ça, c'est vraiment dans l'ambivalence, de savoir que la mort est définitive et de se sentir qu'à moitié concerné par le fait de pouvoir mourir. Et puis, il a toujours le sentiment dans la vie de tous les jours que c'est les personnes plus âgées qui sont censées mourir. Et puis, ça va souvent être un rappel à l'ordre à l'occasion de la mort d'un camarade ou de quelqu'un de son âge ou de plus jeune. Donc, à travers tout ça, eh bien, on voit bien que la représentation face à la mort, elle est en perpétuelle évolution. Elle est en évolution au niveau de l'histoire de la société, depuis la nuit des temps, et particulièrement dans ce dernier siècle. Et puis, elle est en évolution dans celle de l'enfant, au fur et à mesure de sa croissance. Et donc, l'adulte, lui, va devoir le premier affermir sa propre représentation de la mort, et ça, c'est important, pour pouvoir mieux répondre aux besoins évolutifs de l'enfant. Dans sa quête de sens face à la mort, l'enfant va avoir besoin des certitudes, ou de moins d'une représentation de la mort relativement affirmée de l'adulte. Ce sera plus facile pour lui de trouver un sens face à la mort. Et plus l'adulte va être au clair par rapport à cette représentation de la mort, plus il sera en mesure d'apporter des éléments pour sécuriser l'enfant. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant d'élaborer sa propre conception de la mort. Donc voilà, par rapport au lien que je voulais faire entre l'évolution sur le plan adulte par rapport à la société, et puis l'évolution qui est toujours en mouvement par rapport à l'enfant. Et c'est vraiment un lien à faire entre les deux qui peut permettre à l'enfant de se construire autour de ça. Voilà pour moi, je vous rends la parole pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Naude. Très intéressant. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas même à prendre la parole directement via le petit micro. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, ou alors en écrivant votre question sur le fil de discussion. Nos intervenants sont prêts à y répondre, j'en suis certaine. Alors, s'il n'y a pas de questions pour le moment, je laisse peut-être la parole à Monsieur Ripaud pour continuer sur ce thème de comment parler de la mort aux enfants. Alors, nous, on avait souhaité une chose avec les participants. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la configuration des participants? Est-ce qu'on a une majorité de parents, des professionnels qui constituent le groupe ce soir pour qu'on s'adapte au mieux aux attentes et aux questions? Alors là, je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est moitié-moitié. Donc, on a autant de parents que de professionnels. Ah Très bien. Alors, non, mais simplement avec Jalmal, on s'était dit que ce serait intéressant de partir des attentes et des questions que se posent à la fois les professionnels ou les parents. Alors, on attend suite, bon, peut-être qu'il faut un temps de digestion de tout ce que nous a dit aussi Guy, là, qui était vraiment une introduction très intéressante par rapport à l'évolution de la mort dans notre société et comment on considère la mort aujourd'hui. Donc, peut-être laisser un petit peu le temps aux participants de nous formuler quelques questions, ou alors on pourra peut-être amorcer un ou deux thèmes si ça ne vient pas, mais voilà, on voulait aussi que ça soit interactif et permettre comme ça l'échange de manière plus naturelle que faire un topo
un petit peu, un peu intellectuel. Ah, et ben voilà, vous avez suscité l'envie, Monsieur Ripo, parce que j'ai une petite question. Alors, Donc, bonsoir, donc c'est une question de Noémie. Comment aborder la mort par anticipation avec les petits? Comment les y préparer pour faire face au déclin d'un proche? anticiper, ça veut dire que ne pas forcément attendre que la mort survienne dans la famille pour pouvoir peut-être aborder les questions de la mort avec l'enfant. C'est ça la question? Noémie, je vous laisse. Vous pouvez prendre la parole directement si vous souhaitez, c'est peut-être plus simple pour vous. Parce qu'il y a la question de l'anticipation. Alors, elle nous précise notamment dans le cas d'une personne malade. Alors, anticiper. Alors, peut-être que Jalmal, qui a l'habitude d'accompagner la mort avant, oui, la vie, d'accompagner la vie avant la mort, pourrait répondre à cette question. Alors, C'est pas que je veux voter en touche, hein, mais je sais qu'ils ont une bonne expérience dans ce domaine. moi, hop. Donc, l'anticipation de la mort, ça veut dire, dans le cadre d'une maladie, ça veut dire que c'est arriver à préparer l'enfant au fait que le proche va mourir bientôt. Donc, je pense que le préalable, ça me paraît important déjà d'aller à la rencontre de ce que vit l'enfant par rapport à ça, c'est-à-dire d'essayer de le faire s'exprimer sur ce qu'il vit par rapport à la maladie du proche, savoir ce qu'il en a compris, qu'est-ce que ça peut évoquer pour lui, pour déjà décoder s'il a deviné que la mort s'invite à travers cette maladie, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des enfants qui ne comprennent pas, mais en fait, les enfants, ils sont fines mouches et ils ont une intuition qui leur permet de percevoir ça, même si les adultes ne s'en sont pas ouverts auparavant. Donc, en fait, de leur donner la parole sous une forme ou sous une autre, ça leur permet d'exprimer souvent leur inquiétude et puis et bien de les accompagner, de creuser cette inquiétude. Donc déjà, pour avoir une bonne connaissance de ce qu'ils vivent par rapport à cette anticipation. Et puis après, il y a la notion de mort en elle-même. Et là, eh bien, il va falloir essayer de comprendre là aussi à quel stade de maturation il est par rapport à la compréhension de la mort. Donc évidemment, ça va dépendre de son âge. Mais je pense que c'est important de toujours partir de ce que vit, de ce qu'a compris l'enfant déjà par rapport à la mort, de ce qu'il a intégré, et puis de l'amener petit à petit à découvrir un petit peu plus peut-être que ce qu'il a compris, mais en même temps sans forcément aller trop loin. C'est-à-dire, c'est susciter ces questionnements, répondre à ces questionnements, mais sans aller plus loin. On n'a plus de son, Guy. Nous avons un petit problème de son avec Monsieur Naude. Est-ce que votre micro est coupé, Monsieur Naude? Oui, votre micro est coupé. Il faut découper votre micro. Non, je ne vous entends toujours pas. Vous avez coupé votre son. Alors, attendez, j'essaie de lire sur vos lèvres. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne suis pas, voilà, pas très formée. Vous avez un petit micro tout en haut de votre écran normalement qui doit être désactivé ou en bas de votre ordinateur. Ah oui, on voit qu'il a coupé son micro. Oui, on voit que vous avez coupé votre micro.
Sinon, on ne peut pas du tout agir sur votre micro. Je ne pense pas, non. En attendant, peut-être, on va essayer de vous reconnecter, Monsieur Nôtre, peut-être, et de vous déconnecter, de vous reconnecter. Monsieur Ripaud, du coup, est-ce qu'on peut vous laisser intervenir sur cette question également? C'est-à-dire que par rapport à la maladie, bon, je pense que M. No avait déjà bien avancé dans son explication. Moi, je voulais aussi en profiter pour parler de l'anticipation. Ah, ça y est, Guy, là, il a repris le micro ou pas? Il est revenu. Ah, c'est bon. Alors, peut-être Ah, qu'il faut que tu termines ton propos, Guy, avant que moi je n'intervienne. Oui, ça m'a coupé un petit peu. Oui, je crois que je disais tout simplement que l'idée, c'est vraiment de pénétrer dans l'univers de l'enfant et de partir de l'univers de l'enfant plutôt que d'essayer de partir de ce qu'est l'adulte pour essayer d'intégrer quelque chose à l'intérieur de la représentation de l'enfant. C'est plus facile de se laisser, pour l'enfant, c'est plus facile de sentir l'adulte qui vient chez lui et qui s'inspire de son ressenti pour le mener plus loin, plutôt que de venir de l'extérieur et imposer son ressenti. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, si tu veux poursuivre, Jacques, je te passe la main. Non, mais je sais que moi j'avais noté une chose importante aussi par rapport à préparer peut-être les enfants à la notion de la mort avant qu'elle ne survienne dans la famille, hein, parce que souvent la mort nous surprend et on est désemparé en tant qu'adulte, mais aussi les enfants donc n'ont pas été du tout éduqués aussi à cette notion de la mort. Et en fait, il y a des choses très simples qui peuvent être réalisées simplement en observant la nature. Et par exemple, si bon, on a la chance, nous, d'être en milieu rural et d'avoir des jardins, de pouvoir constater parfois qu'il y a un animal qui est mort dans le jardin. Ça peut être une petite souris, une taupe. Et donc, de profiter de cette occasion, là, je le dis vraiment pour les parents, d'amener l'enfant à voir comment, de décrire ce qui se passe et de pouvoir observer pendant plusieurs jours ce qui se passe entre le moment où on voit encore le corps, et puis ce corps qui se décompose, qui pourrit, et qui ensuite devient squelette. Et donc, ça permet en même temps, comme ça, aux parents de s'appuyer sur une expérience naturelle pour pouvoir décrire comment se passe la mort aussi chez l'humain. Et donc, en indiquant qu'il y a effectivement un cycle, on naît, on meurt, et ça se passe comme ça pour tous les êtres vivants. Donc, c'était une notion que je voulais aborder par rapport à l'anticipation concernant la mort pour s'y préparer le jour où elle survient. Et notamment quand elle survient tout proche de nous. Tu as raison, Jacques, d'évoquer ça, et je pense que ça met en lumière aussi toute l'évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui ne s'intéressent plus, qui n'ont plus l'occasion de s'intéresser vraiment à un animal mort, ce qui était le quotidien de la plupart des gens, ne serait-ce qu'au milieu du XXe siècle, quoi. Et aujourd'hui, les enfants qui vivent en milieu urbain toute leur vie, ils vont aux zoos, ils vont dans les fermes pédagogiques, mais ils vont voir le vivant. Mais en fait, ils sont très peu au contact de l'animal mort, finalement. Et ça fait partie, je pense, ça aussi, des choses qui ont contribué au fait que la mort soit repoussée de notre vie et de la vie des enfants. Moi, je rajouterais aussi habituer l'enfant à perdre. Il commence par perdre son doudou, eh bien, on le laisse pleurer, qu'il ait des ressentis de perte étant petit, parce que en tant que parent, on veut vite remplacer pour pas qu'il pleure, on remplace l'objet. Et on n'habitue pas l'enfant à vivre les pertes et à vivre ses ressentis.
Alors peut-être qu'on a d'autres questions qui nous arrivent de la part des professionnels ou des parents. En tout cas, j'ai une réponse de Noémie qui posait la question, qui vous dit merci à vous, c'est très utile. Donc voilà, merci beaucoup. Pour l'instant, pas d'autres questions. Donc voilà, on peut peut-être patienter encore un petit peu, n'hésitez surtout pas. Pour poursuivre un petit peu sur la manière de pouvoir faire avancer l'enfant, moi, ça m'évoque une expérience avec un enfant que j'ai accompagné, où en fait, plutôt que de lui apporter des informations, je l'avais reçu avec son papa. Et en fait, l'idée, ça avait été de suggérer tout un tas d'interrogations de sa part, mais de lui faire poser ces interrogations à son papa. Et du coup, ça a permis à la fois à l'enfant d'exprimer ses questionnements, et ça a aussi complètement permis au papa de répondre, alors qu'il était en grande difficulté pour lui exprimer tout ce qu'il y avait autour de la mort et du deuil. Et en fait, le fait d'avoir les questions directement de son enfant, ça l'a complètement libéré par rapport à ce qu'il pouvait répondre, alors qu'il était incapable de lui-même de venir lui donner des informations. Donc, c'est vraiment pour dire que de partir de l'enfant, c'est important. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Bonsoir, nous venons de perdre un bébé. Son grand frère de 5 ans l'attendait. Comment expliquer le départ physique? Ah, alors là, donc, c'est toute la question des mots justes qu'on doit employer avec un vocabulaire approprié. Donc là, effectivement, c'était un enfant, c'était un bébé, c'est ça? Vous voulez répéter la question, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas tout noté. Alors, nous venons de perdre un bébé. Son grand frère de 5 ans l'attendait. Comment expliquer le départ physique? Bon, ben, il faut expliquer avec des mots qui sont tout à fait justes. Hein, on n'a pas caché. Si c'est effectivement une maladie, eh bien, utiliser la maladie, le mot maladie, mais la véritable, le nom de la maladie, pour lui expliquer qu'effectivement, ce bébé est mort d'une maladie en la citant. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître parfois cruel d'utiliser des mots en disant il est mort. On l'attendait. Certainement que les parents vont aussi exprimer beaucoup leur chagrin, mais il faut aussi qu'ils expriment devant l'enfant eux-mêmes leurs émotions, hein, pour permettre aussi à l'enfant d'exprimer aussi son ressenti. Parce que si les parents se retiennent, il aura peut-être du mal, lui aussi, en tant qu'enfant, à exprimer véritablement ses émotions. Donc, nommer les choses de manière claire, avec un vocabulaire approprié, je dirais. Alors, ça va être vrai pour d'autres circonstances où, par exemple, on a parlé tout à l'heure du suicide, et c'est là où c'est pas forcément facile à annoncer les circonstances de la mort. Eh bien, on va dire, ben, ton papa souffrait ou ta maman souffrait tellement qu'il s'est suicidé. Utiliser vraiment le mot. Il a mis fin à ses jours. Si on veut expliquer un petit peu ce qu'est le suicide, il a mis fin à ses jours. Donc, utilisez les mots justes et appropriés. Monsieur Ripaud, je me permets d'intervenir. La personne qui pose la question donne le détail de bébé né sans vie. Oui, un bébé sans vie. Alors, espérons, ils auraient pu nous répondre à cette question parce que ils ont affaire beaucoup à des questions de ce genre-là avec les familles. Bébé sans vie. Alors, sans vie, ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire, eh bien, écoute, qu'est-ce que veut dire mort? Eh bien, mort, ça veut dire il ne respire plus, son cœur s'est arrêté de battre. Euh, et voilà, c'est ça la mort en fin de compte, hein, expliqué avec des mots tout simples.
Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Guy ou Marie-Françoise. Je pense que plus les mots sont vrais et plus les mots sont justes, plus ça va satisfaire l'enfant. En fait, je crois que l'enfant, il perçoit très bien, à travers la réponse qui lui est faite, si l'adulte qui lui répond est authentique ou s'il tourne autour du pot parce qu'il n'est pas capable lui-même de mettre les mots dessus. Et tant qu'il n'aura pas eu la réponse authentique, il reviendra à la charge, il reposera la question. Alors que quand il va recevoir les mots qui correspondent à la situation, paradoxalement, on va avoir peut-être l'enfant qui va repartir jouer aussitôt sans plus rien demander, tout simplement. Ça se fait aussi simplement que ça. Et si la réponse induit une autre question, il va oser poser la question. Mais si la première réponse n'est pas authentique, il ne va pas aller plus loin parce qu'il sent bien que l'adulte n'est pas à l'aise, il ne va pas aller jusqu'au bout de son questionnement et il va aller reposer la question ailleurs et il va tourner avec tout ce qui est autour de lui, ou alors au contraire, il va se fermer parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir de vraie réponse dans les adultes qui l'entourent. Je pense que l'authenticité, c'est vraiment en même temps que la vérité des mots, il y a l'authenticité de celui qui les prononce qui est vraiment primordiale. Et il y aura l'expression des émotions ensemble aussi. Chacun pourra exprimer son émotion. Oui, parce qu'on comprend dans la question que cet enfant-là de 5 ans attendait lui aussi, il était impatient de voir arriver son petit frère ou sa petite sœur. Et bien sûr, pour lui, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, lui permettre aussi d'exprimer son ressenti. Et oui, tu vois, effectivement, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi-même par rapport à ce bébé qui n'est pas arrivé, qui est sans vie. Ce qui va être important aussi, peut-être, parce que donc cet enfant qui a 5 ans, il avait eu le temps de se projeter avec la naissance supposée de son petit frère ou de sa petite sœur. Donc, c'est aussi cette perte-là qu'il a exprimée. Donc, c'est peut-être intéressant d'aller lui demander et partager avec lui qu'est-ce qu'il avait projeté, qu'est-ce qu'il espérait, comment il imaginait son devenir à lui avec son petit frère ou sa petite sœur, et puis faire exprimer que ça aussi, il l'a perdu. Donc, il faut qu'il puisse exprimer tout ça. Il n'y a pas que le fait que le petit frère ou la petite sœur soit mort, il y a tout le reste qui est mort avec. Et puis, en même temps, il y a son papa et sa maman qui sont en deuil, qui ont changé aussi. Donc, il a aussi perdu la relation qu'il pouvait avoir avec son papa et sa maman avant, qui s'est transformée. Et il y a tout ça qui est à revisiter pour lui. Alors, j'ai vu qu'il passait une expression, oui, des expressions sur l'idée au ciel, c'est ça, non? Exactement. Donc, effectivement, c'est vraiment du côté physique. Où est ma petite sœur? Partie au ciel. Ah oui. Nous n'avons pas parlé de la suite. Sépulture. Alors ça, c'est en fait aussi tout le registre des expressions qu'on utilise pour éviter de trop traumatiser l'enfant. Là encore, il y a des expressions qui sont souvent utilisées, mais qui ne vont pas forcément permettre à l'enfant d'être rassuré. Par exemple, on dit « il s'est endormi pour toujours ». Donc l'enfant peut être ensuite très perturbé et il ne souhaitera pas aller se coucher de peur de mourir. Donc ça, attention à cette expression. Bon, tout à l'heure, il a été dit « il est au ciel », mais si on dit « il est au ciel », l'enfant qui un jour peut-être sera amené à prendre l'avion aura peut-être peur de prendre l'avion. Quand on dit aussi « il est parti », ce qui laisse sous-entendre qu'il va revenir. Donc il est parti pour un grand voyage. Bon, il va revenir. Donc toutes ces expressions ne sont pas appropriées. Il faut plutôt aller sur des expressions du style « son cœur s'est arrêté de battre », comme je disais tout à l'heure, « il est mort, nous ne le verrons plus jamais physiquement ».
mais il reste les souvenirs. Enfin, bon, dans le cas de tout à l'heure du bébé qui n'avait pas vécu, c'est très difficile. Là, par contre, c'est plus compliqué. Mais lorsque c'est donc des enfants ou des parents, bien, il reste les souvenirs et il restera toujours dans notre cœur. Et il y a une expression que moi j'aime particulièrement bien, c'est « il est parti pour toujours » et c'est une étoile de plus dans le ciel. Ça peut être effectivement imagé de cette façon parce que l'étoile dans le ciel, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui donne de l'espoir et je pense que ça peut réconforter l'enfant. Je pense que dans au-delà de la manière dont on peut en parler, il y a aussi la manière dont on peut montrer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en utilisant le dessin, ça veut dire qu'on peut très bien, pour essayer d'amener un petit peu l'enfant à comprendre ce qui s'est passé, c'est dessiner par exemple, donc si c'est un bébé qui a une sépulture ou qui a été incinéré, eh bien c'est dessiner un corps tout simplement, enfin un bâton allumette, un bonhomme allumette par exemple pour représenter le corps. Dire que quand le bébé était mort, eh bien, on l'a mis dans une boîte et que cette boîte, soit on a creusé un trou et on l'a mis dedans, et puis après on l'a recouvert, donc on peut colorier dessus pour cacher la boîte avec le corps à l'intérieur. Donc on n'est pas obligé de parler de ça directement en parlant du petit frère ou de la petite sœur qui est décédé, mais c'est petit à petit d'amener l'enfant à s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est mort ou quand un animal est mort et comment on se sépare du corps. Parce que c'est ça dans l'interrogation aussi, c'est que le petit frère ou la petite sœur, il a existé et il n'est plus là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en a fait en fait? Et arriver à expliquer ça avec le dessin, c'est quelque chose qui est très compréhensible pour l'enfant et qui va pouvoir reproduire aussi lui tout seul après. Il va pouvoir s'approprier cette démarche-là de comprendre ce qui s'est passé avec le corps du petit frère ou de la petite sœur. Pour l'avoir expérimenté, ça fonctionne très très bien. Et puis ça peut être aussi une histoire racontée dans un livre. Le conte permet aussi de parler de la mort. L'enfant s'y retrouve bien et j'ai pu accompagner un enfant avec sa maman et c'est la maman là qui racontait l'histoire et lui faisait semblant de jouer, il a 5 ans et tend une oreille et du coup il dit ben, ça me fait penser à papa et puis il va faire un câlin à sa maman et puis il dit papa il est mort comme dans le conte. Ça lui fait exprimer, mettre des mots. Alors, je pense aussi que pour que l'enfant intègre aussi la réalité de la mort, je pense qu'il faut l'associer au rite qui entoure les obsèques. C'est-à-dire que de pouvoir, par exemple, voir la personne morte en le préparant, hein, parce que là, bon, s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, bon, mais de pouvoir donc le préparer, lui dire, tu sais, tu vas le voir, il aura les yeux fermés, il aura le teint pâle, et si tu le touches, il sera froid, etc. Donc, de pouvoir l'associer à différents moments du rite des obsèques. Et ça peut être aussi important, qu'il participe s'il y a une cérémonie, qu'elle soit religieuse ou non, de participer aussi à cette cérémonie où on voit qu'on a quelques gestes qu'on va faire auprès du défunt. Et on peut aussi l'associer, l'enfant, à ces rites, par exemple en mettant une fleur, en allumant une bougie, etc. Et donc, de voir aussi qu'on est là auprès du défunt, que toute une assemblée est là aussi pour l'accompagner, hein, pour rendre hommage, comme on dit. Et puis aussi de permettre à l'enfant de voir aussi, lorsque
on place le cercueil dans le trou, hein, en terre. Et donc, comme ça, l'enfant se représente bien qu'il y a tout un accompagnement, et puis qu'il y a, à un moment donné, effectivement, il y avait ce corps qui était inerte, qui était mort, et qu'on a mis soit, alors il y a maintenant, tu parlais de l'incinération, donc de plus en plus il y a l'incinération, mais qu'on a brûlé ou qu'on a mis en terre. Et là, l'enfant, comme ça, ne va pas s'imaginer, parce que l'imaginaire de l'enfant est tellement développé qu'il peut quelquefois même imaginer le pire et s'angoisser. Enfin, tu parlais aussi d'angoisse chez l'enfant. Et effectivement, si on lui permet de participer à tous ces rites, il va intégrer plus facilement la notion de la mort. Pour illustrer ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. À l'inverse, par rapport à un enfant justement qui n'a pas participé à ces rites, qui arrive souvent, voire trop souvent, l'expérience d'un enfant justement à qui il a fallu petit à petit l'amener à parler de ce que c'est qu'un cimetière en fait. Tout simplement, sans parler du petit frère ou de la petite sœur, mais de parler de qu'est-ce que c'est qu'un cimetière et lui expliquer qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se passe, etc. Et j'ai souvenir d'un petit garçon comme ça qui a à travers cet échange au sujet du cimetière, où on avait fait justement des dessins, comme je disais tout à l'heure, on avait expliqué un petit peu comment ça se passait. Et le lendemain de cet échange-là, il avait demandé à accompagner le papa et la maman au cimetière, qui allaient régulièrement, alors qu'ils ne savaient absolument pas ce qui s'y passait. Et donc, ça a permis d'ouvrir la discussion, de montrer le cimetière, de montrer ce qui se passe et de comprendre enfin pourquoi les parents allaient à ce cimetière et qu'est-ce qu'ils allaient y faire et du coup, où est-ce qu'était le petit frère ou la petite sœur. Donc ça, c'est vraiment, ça montre bien que si l'enfant ne participe pas au rituel, comme tu disais, c'est important à un moment donné de l'associer à ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Oui, puis il peut se rendre compte aussi que ça soit la famille, les amis, les collègues de travail, enfin si je parle d'un adulte, s'il voit que voilà, il y a toute cette communauté autour qui entoure la famille dans la peine, ça donne une dimension sociale, ça donne une dimension collective aussi à cette mort. Et en fait, on n'oublie pas celui qui part. Et ces rites peuvent aussi être perpétués. Enfin, tu parlais du cimetière, on y va régulièrement, si l'enfant le souhaite, hein. Mais c'est aussi peut-être d'avoir dans la maison un lieu où il y a la photo, un petit peu une forme de sanctuaire. On met la photo, on allume une bougie de temps en temps, peut-être à l'anniversaire du décès ou à l'anniversaire de la naissance du membre qui est parti. Et donc de pouvoir ritualiser ça pour permettre aussi de dire qu'on n'oublie pas ceux qui sont morts. On a un geste d'affection, et puis on peut aussi, quand on disait faire participer les enfants à des rituels, c'est aussi peut-être, vous parliez du dessin tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir dessiner ce que l'enfant ressent au moment de la mort et de pouvoir déposer le dessin dans le cercueil. Je sais que ça se fait énormément, ça. Oui, et puis l'enfant qui n'a pas le concept de la mort, ça lui permet d'avoir d'une certaine manière quelque chose de concret à garder, que ce soit un cimetière, ou que ce soit un hôtel, comme tu dis, ou une bougie ou une photo, au moins quelque chose de concret qui parle de l'existence de l'être qui est décédé. Même s'il n'est pas vivant, il a une existence et ça permet de la conserver au-delà du concept de la mort qui n'existe pas. Merci beaucoup à vous. J'espère que voilà, Pauline a pu trouver quelques réponses. En tout cas, je me permets de compléter si vous souhaitez avoir d'autres informations sur ce thème. Il y a l'association Espérange qui voilà, parle et intervient sur la mort périnatale. À la fin de cet échange, nous passerons une vidéo qui présentera les actions et les missions de cette association.
Je vais continuer avec une autre question, si vous le permettez. De rien. Voilà, vous avez un grand merci pour Pauline qui avait posé la première question. Donc, une autre question. Alors, vous n'êtes pas du tout en retard, ne vous inquiétez pas. Et puis, pour information, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez pu peut-être manquer au début de cette réunion d'information. Ce sera mis en lien sur le site de la communauté de communes. Donc, n'hésitez pas sur la page du REAP. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour la semaine prochaine, je pense, ou un peu plus tard, on me fait des signes. Donc, peut-être un peu plus que la semaine prochaine. Voilà. Donc, une autre question. Que peut-on répondre à un enfant de 6 ans qui a peur de la mort, en particulier à la suite d'un décès d'un proche, et qui transfère l'idée de mort sur ses proches? Peur que papa meure, par exemple. Oui, alors ça, c'est un petit peu aussi la question de la peur d'être abandonné, parce que lorsqu'un enfant perd un de ses parents, sa plus grande crainte, c'est de croire que l'autre va disparaître. Et donc qu'il va se sentir abandonné, délaissé. Or, je pense que c'est très important de lui expliquer que même si maman meurt ou papa meurt, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais en précisant, parce que c'est important, que papa ou maman qui reste n'a pas envie de mourir tout de suite et qu'il espère être le plus longtemps possible auprès de lui. Donc voilà, donc cette peur de transférer la mort, oui, la mort sur un autre membre de la famille, oui, c'est vrai que c'est réel. Chez l'enfant, à partir du moment où il perd un être cher, il se dit, mais peut-être que je vais perdre les autres membres et je vais me retrouver tout seul. Alors, je ne sais pas si ça répond peut-être en partie à la question, mais pas complètement, je crois. Oui, moi, ça m'est arrivé d'accompagner une petite fille qui a perdu son papa et qui a peur de perdre sa maman. Donc, elle angoisse tous les soirs et elle ne peut pas s'endormir. Ouais. Donc, sa maman lui a parlé ouvertement et elle lui a dit que oui, qu'elle pouvait elle aussi mourir. Mais que, comme tu dis, Jacques, elle n'a pas envie de mourir, mais si ça lui arrive, il y aurait les personnes qu'il faut pour l'accompagner, qu'elle restera jamais toute seule et qu'elle ne l'abandonnera pas. Et ça l'a rassurée. Alors, la peur de la mort, puisque c'était le début de la question aussi, hein, pour cet enfant, c'est pouvoir effectivement le faire exprimer, hein. Tout à l'heure, Guy en parlait aussi. Je pense qu'il faut utiliser la technique de l'accueil des émotions pour lui dire, je vois que tu as peur et qu'est-ce que pour toi, ça représente quoi si, voilà, si tu devais perdre quelqu'un. C'est important de pouvoir faire exprimer l'enfant. Et puis peut-être aussi, ça dénote la peur de l'abandon et ça dénote l'insécurité énorme qui est vécue par l'enfant. Et ça veut dire qu'au-delà des mots et au-delà du réconfort, c'est aussi dans l'attitude que l'adulte qui est autour ou les adultes qui sont autour, dans l'attitude qu'ils doivent montrer une grande sécurité pour cet enfant, dans toute situation en fait. Faire en sorte qu'il se sente en sécurité partout. Et veiller à ce qu'il ne se retrouve pas dans une situation au milieu des autres où il se sent envahi par les autres, où il ne se sent pas à sa place, dans des situations où il va se retrouver tout seul alors que peut-être qu'il est encore dans une phase où il faut vraiment qu'il ait toujours quelqu'un autour de lui. En tout cas, il y a cette notion de sécurité qui est vraiment importante. Au-delà de l'histoire de la mort, il faut veiller dans toutes les situations à ce que la sécurité soit présente. Oui, et puis aussi qu'elle ne prenne pas le rôle d'adulte pour s'occuper du petit frère, parce que ça fait encore ça de plus, mais qu'au contraire, elle s'est rendue compte qu'elle avait des tatas, mamies, des amis, des voisins, et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle était bien entourée. Et ça fait du bien, ça sécurise. Et puis peut-être aussi, il y a la peur de la mort
dans la question, il y a la peur de la mort par rapport à la mort des autres, donc de se retrouver seul. Mais dans la question, il y a peut-être aussi quelle est la peur de la mort en tant que mort. C'est quoi la mort et qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est quoi la vie? Enfin, ça peut aussi être un besoin d'aller questionner un petit peu ça et de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la mort. C'est pas seulement la disparition, c'est lié aussi à comment est vécue la mort par l'adulte qui est à côté. Comment est-ce qu'il exprime, lui, ses croyances, par exemple, par rapport à la mort. Et puis, justement, ce que je disais au début, si l'adulte n'est pas très à l'aise avec ça, ben, il va forcément avoir une attitude qui n'est pas sécurisante par rapport à l'enfant autour de ça. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que c'est... Je crois que la personne est en train d'écrire. D'accord. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions en attendant, hein. Et puis c'est important aussi, je pense, que l'adulte qui est autour ou les adultes autour d'un enfant comme ça, c'est important de montrer que eux aussi, ils ont connu ça. Ils ont connu des deuils, ils ont connu des personnes qui sont mortes autour d'elles, et que ben, elles ont éventuellement survécu de manière sécure par rapport à ça. Et que ben, la vie autour d'elle s'est passée de manière sécurisante, même au-delà de la mort des proches auparavant. Et il y a toujours des exemples autour de soi de personnes qui ont perdu quelqu'un quand ils étaient enfants. Et ça peut être intéressant aussi de s'en servir comme exemple, de dire, tiens, tu vois, il y a la voisine aussi, elle avait perdu sa maman quand elle avait 5 ans, et puis ben, pourtant, elle a eu une vie, entre guillemets, normale, où elle a vécu ceci, cela. Enfin, réconforter à travers, sécuriser à travers des exemples de vie qui se sont passés normalement, malgré un deuil précoce. Ça peut être intéressant aussi. Donc, Claire a pu répondre, oui, c'est tout à fait cela, l'insécurité et la peur à proprement parler de la mort. Vous avez fait le tour de la question. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres suggestions? Alors, en attendant, n'hésitez pas. Hein, si vous en avez... Il y a un point sur lequel, moi, je pense qu'il est très, très important d'insister, c'est de déculpabiliser l'enfant qui pense que c'est lui qui est responsable de la mort de son papa, de sa maman, ou de son frère ou de sa sœur, considérant qu'il n'a pas été gentil, il a été méchant, il a désobéi. Et il est très, très important de répéter à l'enfant, ce n'est pas de ta faute. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit très, très rapidement dans la tête de l'enfant. Il pense que c'est lui qui est responsable de la mort de celui qui est à ses côtés. Donc ça, c'est une chose qu'il faut pouvoir le dire et redire aux parents, que lorsque, effectivement, on a des enfants, si la mort survient dans la famille, il faut bien lui expliquer que ce n'est pas de sa faute. Je pense que c'est quelque chose, tu as raison dans ce que tu dis, je crois que c'est quelque chose qui est entendu par beaucoup de gens par rapport à une séparation ou à un divorce. La plupart des gens savent qu'un enfant d'un couple qui se sépare prend toujours une part de la responsabilité de cette séparation. Et je ne suis pas sûr que dans le cas d'un décès,
les adultes aient la même représentation de la culpabilité de l'enfant, alors qu'elle est largement aussi forte à ce moment-là. Ouais. Tout à fait. En tous les cas, c'est très, très riche, tous les échanges qu'il peut y avoir autour de cette thématique. C'est vrai même en tant qu'adulte, hein, on peut appréhender justement de parler de la mort. Et en vous écoutant ce soir, franchement, on apprend beaucoup de choses et je pense qu'on repart avec quelques outils. Donc, en tous les cas, un grand merci à vous. Mais bon, la soirée n'est pas encore finie, mais je m'étais dit qu'on va peut-être profiter de parler et de présenter Espérange aussi, qui vient, je pense, vraiment compléter tout ce que vous venez de dire, et puis qui est une association en plus de la vôtre. Et je pense que à vous trois, vous pouvez en tous les cas proposer un panel de choses pour que les familles endeuillées peuvent en fait être accompagnées en tous les cas, hein, dans leur démarche de deuil. Donc je vous propose si vous le souhaitez, de vous présenter la petite vidéo que Gaëlle a préparée. Et puis après, voilà, on reprend. Si entre-temps, il y a des questions de la part de parents ou de professionnels, ou si Guy, Marie-Françoise et Jacques, vous avez d'autres éléments, en tous les cas, que vous pensez avoir oubliés. Et n'hésitez pas à nous en refaire part après la vidéo d'Espérange. Bonsoir à tous. Ah, c'est bon. Alors, je me présente, je suis Gaëlle Ballanger-Joannet, présidente de l'association Espérange. Et tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas pouvoir être présent avec vous ce soir. Ça me tenait à cœur, mais malheureusement, voilà, j'ai eu un imprévu et je ne pouvais pas être présent parmi vous. J'en suis navrée. Ça aurait été avec plaisir, mais voilà, ça n'a pas été possible. Mais je tenais à vous faire cette petite vidéo quand même pour vous présenter Espérange. Alors, qu'est-ce que c'est Espérange? Donc, c'est une association qui accompagne les familles lors d'un deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le décès du bébé pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques jours, semaines ou mois après la naissance. Ça peut être soit une interruption médicale de grossesse, ça peut être une mort fœtale. Voilà, il y a plusieurs causes à ce deuil, enfin à ce décès en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette association? Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter donc les petits nids d'anges. Donc ça, c'est en lien avec Famille Rurale qui est présent ce soir. Donc ces petits nids d'anges sont fabriqués par des bénévoles tricoteuses, dont Famille Rurale, et puis d'autres tricoteuses aussi qui sont, elles, qui font ça pour leur plaisir. Et donc, ces petits nids d'anges servent à glisser les petits bébés à l'intérieur. Il faut savoir que ces petits bébés sont bien souvent trop petits pour pouvoir être habillés normalement. Il faut savoir que les interruptions médicales de grossesse ont souvent lieu entre 25 et 27 semaines. Pourquoi ce stade? C'est tout simplement puisque les échomorphos, comme on dit, qui décèlent justement les anomalies sur les bébés, sont en général au 5e mois, donc 25 semaines. Et voilà, malheureusement, souvent les interruptions médicales de grossesse ont lieu à ce stade. Et ces petits bébés font entre 500 et 700 grammes et on ne trouve pas de vêtements pour les habiller puisque même les vêtements pour prématurés sont trop grands. Et voilà l'utilité de ces petits nids d'anges. Donc, ces petits nids d'anges sont transmis dans les hôpitaux de la région. Alors, je pense toute la Vendée et puis notamment le CHU de Nantes qui est vraiment un gros centre. Et puis, on a aussi Paris, puisqu'on a des antennes sur Paris. Et dernièrement, il y a l'hôpital aussi de Tourcoing, Lille, donc tout dans le nord, qui nous a demandé aussi des petits nids d'anges parce qu'ils ne trouvent pas par chez eux. Donc voilà, ils voyagent, hein, ces petits nids d'anges, et c'est vraiment super important parce qu'on a beaucoup de demandes malheureusement. Donc voilà, donc là, il est blanc celui-ci. Il s'ouvre comme ça. C'est des petits nids d'anges. Il faut que ce soit le plus facile possible de glisser le bébé à l'intérieur puisque c'est des petits bébés qui sont très fragiles.
Et donc, on prend aussi d'autres couleurs, ça peut être du bleu pastel, du rose, du vert, enfin voilà, ou même des fois des petits motifs assez légers quand même, mais voilà. Une autre action très importante aussi pour Espérange, c'est ces petites pochettes. Donc, ces petites pochettes, en fait, sont fabriquées là aussi par des bénévoles. Alors, à l'intérieur, on peut y glisser tous les souvenirs du petit bébé, donc le bracelet de naissance, la carte de naissance, les photos quand il y en a. Ça peut être aussi le flyer de l'association, du cimetière, enfin voilà, tout ce qui peut être utile pour les familles. Et puis le CHD dernièrement nous a aussi dit qu'ils étaient super puisqu'on peut aussi y glisser un carnet de santé, donc pour les bébés qui naissent vivants, qui ont un carnet de santé, on peut aussi le glisser à l'intérieur. Donc il faut savoir que les familles ont très peu de souvenirs et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, ces petites pochettes. Donc on rajoute souvent le prénom de l'enfant devant sur une petite étiquette. Et voilà, ça fait un souvenir supplémentaire pour les familles et ça permet d'y glisser le peu de souvenirs qu'elles ont. Donc ces pochettes, elles sont fabriquées lors d'ateliers avec les familles justement de l'association. Elles sont également fabriquées dans certains EHPAD. Donc là encore, c'est des petites mamies bien souvent qui nous font ces petites pochettes. Tout comme les nids d'anges, c'est super important parce qu'il faut savoir finalement que certaines mamies ont vécu ça il y a 30 ans, 40 ans et n'en ont jamais parlé. Et le fait de faire ce genre de choses, en fait, leur fait remonter plein de choses et leur permet justement d'en parler. Et c'est super important pour elles de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'elles ont vraiment l'impression de participer à quelque chose d'important et qu'elles auraient aimé, elles aussi, pouvoir avoir lorsque ça leur est arrivé. Donc voilà, ça, c'est vraiment 2 grosses actions importantes pour Espérange. Et merci encore une fois à Famille Rurale pour leur soutien aussi parce qu'ils nous en fournissent beaucoup et à toutes les mamies justement qui œuvrent pour ces petites fabrications. Voilà, donc Espérange, on organise aussi des groupes d'échange, groupes de parole. Alors malheureusement, avec le Covid, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Là, on va essayer de reprendre les groupes de parole. On sait qu'il y a de la demande et que les familles ont besoin. Si vraiment c'est pas possible, on espère pouvoir le faire en visio. Alors c'est sûr que c'est pas pareil, mais en tout cas, si les familles ont vraiment besoin et envie, on va essayer de pouvoir le faire comme ça. Donc groupe d'échange, groupe de parole, les ateliers, donc ça peut être atelier couture pour les petites pochettes, ça peut être aussi des ateliers nids d'anges, préparer les nids d'anges pour les envoyer dans les maternités. Ça peut être des ateliers fabrication, alors soit pour préparer un marché de Noël ou voilà. C'est important ces ateliers parce que encore une fois, ça permet aux familles de pouvoir se réunir et de discuter, de prendre aussi un peu de bon temps, de faire des choses sans réfléchir. Voilà, voilà. Enfin, c'est vraiment des super moments, en tout cas pour les familles, de se retrouver aussi entre elles et de pouvoir échanger. Au sein d'Espérange, on organise aussi tous les ans une journée hommage. Alors, il faut savoir que là, encore une fois, ça fait 2 ans malheureusement qu'on n'a pas pu organiser cette journée qui pourtant est importante pour les familles. C'est vraiment une journée pour leur bébé, consacrée à leur bébé, avec plein de familles qui viennent d'un peu partout en France. Et c'est vraiment une journée importante pour leur permettre justement de rendre hommage à leur bébé, de penser à leur bébé en famille. Parfois, les papis-mamies viennent, les tatas, tontons. C'est vraiment une grosse journée qui est importante pour eux. Une journée lors de laquelle finalement ben oui, ce bébé, il a existé, il a vraiment une place et c'est une reconnaissance pour les familles. Donc, c'est vraiment une journée importante. Donc voilà, donc là, on espère pour 2022 pouvoir aussi organiser cette journée-là. Ensuite, au sein d'Espérange, on organise régulièrement course à pied, marché de Noël. Alors, course à pied, je pense par exemple à la Bicentenaire, la Gésinat, la Venance Altesse, ce sont des courses qui ont lieu en Vendée, principalement, sur lesquelles on peut avoir un stand. Donc, ça nous permet une présence, ça permet aux familles de venir nous voir ou à certaines personnes de venir et de nous dire, ben oui, finalement, on n'avait pas connaissance de votre association
ou bien ah ben oui, mais moi je l'ai vécu et c'est bien que vous puissiez être là, faire connaître l'association et aussi pouvoir échanger avec ces familles. Et on sait que le sport, c'est vraiment important aussi. C'est une manière pour beaucoup de personnes de pouvoir se libérer. Voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui se mettent dans le sport après avoir vécu ce deuil, se surpasser à travers quelque chose. Et donc voilà, on essaye d'être présent sur ces courses. Les marchés de Noël, toujours pour faire qui ont un carnet de santé, on peut qui se mettent dans le sport après avoir vécu ce deuil, se surpasser à travers quelque chose. Et donc voilà, on essaye d'être présent sur ces courses. Les marchés de Noël, toujours pour faire parler de l'association et puis aussi pour vendre des petites choses qu'on fabrique lors des ateliers, qu'on revend et qui permettent voilà, de récupérer des fonds pour l'association et encore préparer des choses pour les familles. Voilà, on a aussi une bibliothèque, chose importante, bibliothèque, alors on a des livres, des CD que les familles peuvent emprunter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On essaye de sensibiliser l'opinion publique au maximum aussi lors de journées, notamment la journée de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu donc le 15 octobre. C'est une journée lors de laquelle on fait une vague de lumière sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi cette vague de lumière? En fait, les familles peuvent prendre une photo d'une bougie, la mettre donc sur la page de l'événement et en fait faire participer les familles, les amis, les collègues, peu importe, un maximum de personnes. L'avantage des réseaux sociaux, c'est de pouvoir toucher justement le plus de monde possible, de créer cette vague de lumière et justement de sensibiliser l'opinion publique, de leur dire voilà, ça existe, c'est important qu'on en parle de ce deuil. Et les familles, c'est super important aussi, c'est encore une fois un hommage pour leur bébé, une façon de parler d'eux à un moment donné, parce que on n'en parle pas souvent de ces petits bébés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre au sein de l'association? Donc les groupes d'échange, on fait parfois des soirées témoignages aussi, si des familles peuvent témoigner et expliquer donc comment elles ont surmonté ce deuil, comment elles ont fait pour aller mieux. Donc c'est important aussi de pouvoir organiser ce genre de choses. Et puis, on a aussi un groupe fermé sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est important. C'est un peu comme un groupe de parole, mais fermé, sur lequel les familles peuvent échanger. Et finalement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un pour répondre, puisque c'est sur les réseaux sociaux et que c'est un gros groupe, on va dire. C'est un peu comme les forums, mais c'est fermé. Donc l'avantage, c'est que personne ne peut lire ce que les familles peuvent y mettre. Et c'est important là aussi que ce soit confidentiel. Voilà un petit peu ce qu'on fait au sein de l'association. On a des antennes aussi, donc on en a une en Seine-et-Marne, une en Essonne. Et puis, on a notamment aussi la dernière qu'on vient d'ouvrir, pardon, sur Nantes, c'était une grosse demande puisque sur Nantes, on a beaucoup de familles, puisque comme je le disais tout à l'heure, le CHU, c'est vraiment un centre de référence au niveau des interruptions médicales de grossesse ou des grossesses à risque. Et donc, c'est vraiment un centre important et on a beaucoup de familles sur ce secteur-là. Donc voilà, on est en lien avec tous ces hôpitaux et c'est important pour nous voilà, de pouvoir travailler en lien avec eux. Dernièrement aussi, on a pu inaugurer l'arbre du souvenir. C'est une stèle qui a été érigée donc, au jardin de la Perronnière, au cimetière de la Perronnière, pardon, à La Roche. Donc ça aussi, c'était un gros projet que l'on avait depuis 2018. Donc on est super content que c'est enfin pu se concrétiser. C'est un endroit, un lieu où les familles vont pouvoir venir se recueillir. Le cimetière de la Perronnière, c'est vraiment un jardin dans la nature, j'ai envie de dire. Enfin, un cimetière en pleine nature avec les petits oiseaux. C'est vraiment paisible et c'est vraiment l'endroit dont on avait envie pour pouvoir justement mettre cet arbre du souvenir. Et c'est vraiment un projet qui était important pour nous et qui s'est enfin concrétisé. Donc, on est très content d'avoir pu mettre en place ce projet avec la ville de La Roche. C'était vraiment important pour nous.
Donc, ça y est, enfin, c'est fait. Et puis, je voulais aussi dire le 4 décembre, le samedi 4 décembre, on organise une journée bien-être. Donc, cette journée bien-être avait déjà été organisée l'année dernière, donc on réitère cette année. Et là aussi, c'est une journée importante pour les familles qui s'inscrivent. C'est un moment de bien-être, vraiment rien que pour soi, pour se ressourcer, se retrouver. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette journée bien-être ? Alors, il va y avoir des ateliers, donc 5 ateliers, aromathérapie, lithothérapie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme atelier? Je ne sais plus, comme ça de tête. On a aussi des séances individuelles, donc sophrologie, massage, kinésiologie. Voilà, donc là aussi, les personnes peuvent s'inscrire là où elles sont intéressées, sur les créneaux qui les intéressent. Et voilà, c'est vraiment une journée pour se ressourcer. C'est vraiment important aussi pour les familles et surtout dans les périodes qui arrivent. La période des fêtes sont un petit peu compliquées. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit par mail, via le site internet. On a un site internet. L'association a un bureau également au pôle associatif de La Roche-sur-Yon. Donc, on n'y est pas tout le temps, mais ça arrive des fois qu'on y soit. Donc, voilà, on peut nous rencontrer là-bas. On peut nous écrire via le site ou via l'adresse mail ou par téléphone. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins particuliers, si vous connaissez des familles qui ont vécu ça ou si vous êtes vous-même touché, n'hésitez pas à nous contacter. On essaye d'être présent au maximum. Je répète qu'on n'est pas joignable toujours facilement puisqu'on est bénévole. Mais en tout cas, si vous nous laissez un message, on essaye de pouvoir vous rappeler le plus vite possible voilà, dès qu'on a le message. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, encore une fois, je suis désolée de ne pas avoir pu être présente ce soir avec vous, mais je suis très contente quand même de pouvoir vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Espérange. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin de nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Voilà, merci, bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, c'était la présentation d'Espérange avec Gaëlle. Du coup, voilà, ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. On n'a pas vu le temps passer en tous les cas avec toutes vos belles présentations. Je me permets du coup de vous remettre le diaporama pour vous aurez sur le diaporama tous les contacts et les sites utiles. Si des parents souhaitent en tous les cas du coup contacter, que ce soit Sonia Martin qui est travailleur social à la CAF, Julien Ruiz qui n'était pas là ce soir de la MSA mais que Sonia a présenté, Famille Rurale du coup avec Jacques qui était là avec nous ce soir. Ensuite, Marie-Françoise Aiguy pour l'association Jalmalve, Espérange, donc la présentation de Gaëlle. Et puis ensuite, nous avons mis 3 sites, Mieux traverser le deuil, Être parent 85 aussi. Vous pouvez retrouver des éléments en fait sur cette thématique. Et puis, bien entendu, on fera au mieux pour mettre en tous les cas l'enregistrement de cette soirée sur la page Vendée Grand Littoral, donc la page du REAP. Voilà. Donc, et puis cette présentation sera aussi, on essaiera peut-être de mettre le diaporama en attendant d'avoir l'enregistrement si jamais vous souhaitez déjà avoir les coordonnées de toutes ces structures. Et puis, alors, est-ce qu'il y a des questions juste avant de clôturer? Non, sur le fil de discussion, il n'y a rien de particulier. Si vous souhaitez, en tous les cas, nous laisser un petit peu votre avis sur justement la visio, la durée, le son, la technique, aussi Caroline, vous avez le droit aussi. Non, ah non, vous n'avez pas le droit de noter Caroline. Le contenu de l'intervention. Et puis, si jamais vous souhaitiez participer à d'autres réunions sur des thématiques ou à des visios, conférences par exemple, quelle thématique vous intéresserait? Et puis, donc là, c'est sûr qu'avec la Covid qui
malheureusement recommence de plus belle. La visio semble en tous les cas, pour l'instant, le format qui est le plus adapté. En tous les cas, n'hésitez pas à nous mettre dans votre fil de discussion toutes vos remarques. On est preneuse pour justement préparer 2022. Sachant que la semaine prochaine, pour ceux et celles qui le souhaitent, on organise une conférence, cette fois-ci en visio, sur du coup savoir dire oui, oser dire non. Je vous montre la petite affiche. Je ne suis pas sûre que ce soit très centré. C'est bon. Je suis floue. Voilà. Donc, voilà. En tous les cas, si Guy, Marie-Françoise, vous souhaitez, et puis Jacques, dire un petit mot en tous les cas pour cette fin de soirée, n'hésitez pas, je vous relaisse la parole. Et sinon, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Moi, je voudrais bien juste rajouter quelque chose qu'on a déjà dit, mais vraiment insister, c'est sur le fait de ne pas avoir peur de parler de la mort, de ne pas avoir peur d'utiliser les mots qui sont adaptés à ce qui se passe et à ce qui se vit. Et puis, vraiment d'être dans l'authenticité, d'être vraiment en soi-même, et puis de ne pas essayer de tricher, de donner une autre image que ce qu'on est vraiment au fond de soi par rapport à la mort, et donc par rapport à ce qu'on veut partager à l'enfant qu'on a à côté de soi. Et si on veut l'aider, il n'y a que par l'authenticité qu'on peut y arriver. Voilà, c'est vraiment ça que je voudrais dire à la fin. Moi, je rajouterais être le plus naturel possible et que l'enfant est capable d'entendre beaucoup de choses. Alors moi, je voudrais vous proposer des documents ressources, bibliographie pour prolonger peut-être votre réflexion ou avoir des outils pour être peut-être mieux armés pour répondre aux questions des enfants qui sont parfois un peu déroutantes. Alors, je voulais vous partager une conférence que nous avions eue au mois de mai sur le thème la place de l'enfant dans le deuil familial. Alors, j'affiche mon écran là, je pense que vous la voyez. Vous voyez cette conférence. Donc, vous pourrez cliquer, lire la suite et avoir le lien YouTube pour pouvoir visionner cette conférence. C'était une conférence avec deux intervenants de marque, puisqu'on avait un docteur Anne Sureau et Paolo Dos, qui est un comédien belge, mais aussi qui est clown à l'hôpital et qui côtoie la mort régulièrement dans les hôpitaux auprès des enfants et des familles. Donc, pour les ressources, je vous invite à aller sur notre site pour voir à la fois des conférences filmées, et il y en a notamment une ou deux qui concernent parler de la mort aux enfants, qui est en fait une émission sur France 5, je crois que c'est les maternelles, par Hélène Romano, psychothérapeute spécialiste du traumatisme de l'enfant. Et puis, sur la délicate question aussi de parler du suicide avec un enfant. Voilà. Et puis, dans les ressources en bibliographie, si vous allez sur notre biblio et que vous mettez le thème, il y a par exemple 10 histoires pour parler de la mort aux enfants. Donc là, vous trouverez tous les livres qui concernent des livres pour parler de la mort aux enfants, mais aussi des livres notamment que je viens de rentrer qui sont vraiment très intéressants, que j'ai eu l'occasion de découvrir il n'y a pas très longtemps. Alors, vous allez sur les ouvrages Deuil d'un enfant. Non, c'est pas ça, c'est des parents. Ouvrages pour les enfants et ados. Et je vous recommande vraiment ce livre-là, La question des tout-petits sur la mort. Mais il y a aussi la mort expliquée aux enfants par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et puis, bien sûr, l'incontournable Dolto qui a écrit aussi sur Si on parlait de la mort. Et puis, on retrouve le livre de Hélène Romano sur les 10 indispensables enfants et la mort. Voilà, donc ça, c'est des ressources que je voulais vous transmettre.
Je pense que ça peut être très utile si on est un petit peu parfois démuni quand on veut parler de la mort aux enfants. D'ailleurs, quand on dit quelquefois qu'on est très embarrassé, on n'est pas toujours capable de répondre à toutes les questions des enfants qui ont une curiosité incroyable, eh bien, on peut s'appuyer aussi sur des ouvrages. Il y a des livres qui sont vraiment très bien faits. Voilà. Je pense que vous avez tous les trois très bien résumé en tous les cas cette soirée. Merci en tous les cas Jacques aussi pour en effet avoir précisé toute cette bibliographie qui en effet est très chouette et peut répondre en tous les cas aux questions des enfants mais aussi des adultes. Donc en tous les cas, cette bibliographie, on la retrouvera dans l'enregistrement. Donc si les parents j'ai fait un oubli parce que il y avait aussi, nous avions préparé des outils suite à la conférence. C'est des ressources suite conférence de la place de l'enfant dans le deuil familial. Et là, on a effectivement des petits guides que je vais vous présenter très rapidement. Face au décès d'un parent, comment accompagner l'enfant et en plus, c'est à télécharger gratuitement. Il y a 7 astuces pour parler de la mort avec un enfant sur le site Je suis papa. Donc là, c'est pareil, vous avez un lien. Comment parler de l'enterrement avec mon enfant, c'est un petit guide illustré que vous pouvez aussi télécharger gratuitement. La crémation également. Et puis, il y a un document qui est très bien fait par Chemin de Deuil, qu'on connaît très bien aussi, nos deux associations, parce qu'ils font des formations qui sont vraiment très intéressantes pour préparer les bénévoles à l'accompagnement. C'est une publication, si on parlait de la vie et de la mort, mais ça, par contre, il faut le commander. Je crois que ça coûte 20 €, mais c'est un très, très bon document pédagogique. Voilà, j'ai tout dit. Merci Jacques. Donc en tous les cas, vous retrouverez tout ce qui vient d'être présenté dans l'enregistrement, qu'on espère mettre du coup assez vite sur le site de la communauté de communes, sur la page du REAP. En tous les cas, si jamais vous ne saviez plus où retrouver tout cela, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse du REAP Vendée Grand Littoral, du coup, qui est donc un service de la communauté de communes, voilà, ou à nous appeler en tant que... D'accord, Sonia vient de mettre le lien, du coup, sur le fil de discussion. Eh bien, en tous les cas, un très grand merci pour cette soirée très riche en échanges. Et puis, on a appris aussi beaucoup de choses. Ça a permis voilà, de nous aider encore un petit peu plus dans cette thématique. Donc, merci beaucoup à